Faire un executive MBA a été une révélation pour moi. J'avais envie d'avoir de nouveaux challenges. Mon employeur m'a dit écoute, j'ai une entreprise au Sri Lanka qui est en difficulté. Tu es jeune, tu en veux. J'ai pas beaucoup de candidats pour aller là-bas. Si ma fille me disait je veux partir à l'étranger, intérieurement, j'aurais mal au cœur de la voir partir. Et je dois dire aussi que ce que j'apprécie en Suisse, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment bien travaillé pour l'entreprise. Et Dieu sait s'il y a des possibilités d'innovation dans le monde du sécateur. D'ailleurs, c'était un de mes professeurs de l'ESSEC qui disait ça. Bonjour Nabil, bienvenue dans Talk avec Samy, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Nabil, je suis père de 3 enfants, je suis naturalisé suisse, mais d'origine franco-libanaise, je travaille en Suisse. Ouais, est-ce que tu peux nous dire quelle entreprise tu diriges aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirige l'entreprise Felco, et c'est le leader dans l'outil de coupe, plus particulièrement dans le sécateur. Très bien. Bon, ce que je te propose, on reviendra sur ce que tu penses de Felco et ce que t'as apporté Felco plus tard. Ce que je te propose, c'est tout de suite de parler de ton parcours. Évidemment, j'ai fait quelques recherches en préparant cette interview et c'est vrai que tu as travaillé dans énormément de pays. Tu as travaillé au Maroc, aux Philippines, en Égypte, au Sri Lanka, un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ces expériences-là à l'international, elles t'ont apporté? Avec plaisir. C'est peut-être aussi intéressant de voir ce qui m'a poussé à partir à l'international, puisque moi j'ai démarré ma carrière dans le groupe Bouygues après une formation d'ingénieur en génie civil. Après ça, je me suis spécialisé dans le ciment. Et puis, il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais passionné par mon travail, mais c'était d'avoir une vision à 360 degrés sur le business. J'avais une très très bonne vision en tant qu'expert technique, en tant qu'ingénieur technico-commercial. Il y avait tous des pans du business qui m'échappaient, notamment la partie finance. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui comptait vraiment. J'ai décidé, après 30 ans, pour reprendre les études. La formation qui m'a paru la plus adéquate, c'était de faire un executive MBA, où là, on continue de travailler, mais les week-ends et quelques jours dans la semaine, on les consacre aux études. C'est un MBA que j'ai fait dans une école de commerce parisienne, l'ESSEC, et ça a été une révélation pour moi, une ouverture d'esprit énorme et surtout la compréhension de certains mécanismes. Et Et voilà, oui, dis-moi. oui, et c'est ça qui t'a poussé à voyager, à continuer de voyager? Alors, c'est pas que ça m'a poussé à voyager, j'avais déjà beaucoup voyagé, toujours eu cette passion de voyage, de la découverte. Le MBA agit comme un booster de carrière. Mon métier de technico-commercial, j'en avais un petit peu fait le tour. J'avais envie d'avoir de nouveaux challenges. J'ai discuté avec mon employeur, il m'a dit écoute, j'ai une entreprise au Sri Lanka qui est en difficulté. Et il me dit écoute, tu es jeune, tu en veux. C'est un poste qui est difficile. Très franchement, j'ai pas beaucoup de candidats pour aller là-bas et j'ai accepté. Et là, ça a été le début de 20 ans de carrière en tant que patron à l'international. Si tu devais retenir 2 leçons de vie de ton parcours à l'international, de travailler dans plein de pays différents, ce seraient lesquelles? Alors là, tu me poses une question difficile parce qu'il y en a beaucoup. Mais Ouais, si je dois trier les 2 leçons, la première, c'est d'être opportuniste. Opportuniste dans le bon sens du terme, hein, parce ouais. qu'opportuniste, ça peut aussi être mal interprété. Je veux dire, saisir les opportunités qui s'offrent à la deuxième, embrasser le changement plutôt qu'y résister. L'être humain est câblé pour ne pas trop aimer le changement. On a tendance à résister, on a tendance à aimer notre zone de confort et penser que le changement va être quelque chose de négatif. C'est faux. Le changement, il peut être négatif, mais il peut être aussi 50-50 positif. Et je pense qu'il faut croire en son destin et ne pas avoir peur du changement. Donc, l'embrasser plutôt qu'y résister. Ouais. Et toi qui as aussi travaillé dans tellement de cultures différentes, il n'y a pas que les pays, il y a aussi les gens qu'on y rencontre. Qu'est-ce que selon toi, le fait dans une entreprise d'avoir de la diversité culturelle, ça apporte à l'entreprise? Cette diversité, elle est clé, à mon avis, dans une entreprise. Qu'on parle de la diversité aussi ou qu'on parle de l'inclusion. Il y a des thèses qui ont été écrites là-dessus. Et pour moi, à mon modeste niveau, je pense que déjà, différentes cultures, différentes personnes, c'est différents avis. En fait, ça peut être des avis sur le même sujet, mais vus par des personnes qui se placent à des angles différents. Ça amène beaucoup. Un manager, enfin, ou l'être humain, on est câblé pour aimer les gens qui sont comme nous. Donc, quand on va recruter quelqu'un, on va avoir tendance
à recruter une personne avec le même profil, une personne qui aime les mêmes choses. Et ça, c'est très dangereux parce que là, ça va à l'encontre de cette diversité. Donc, l'expatriation et l'immersion dans différentes cultures, c'est un petit peu un remède pour éviter tout ça. Et tu conseillerais aujourd'hui, toi qui es dirigeant, à d'autres dirigeants d'essayer de trouver des salariés qui viennent d'autres cultures? Peut-être ça, c'est un peu spécifique. Moi, ce que je conseillerais à des dirigeants, déjà pour un dirigeant, qu'est-ce qui est important? C'est pas d'être le plus brillant dans la salle du comité de direction. L'objectif, c'est d'être entouré par les gens les plus brillants. Le principal actif d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Moi, le conseil, c'est évidemment de chercher des gens qui sont brillants, des gens qui ont du talent, des gens qui ont potentiel et essayer au maximum d'articuler la diversité. Quand on parle de diversité, c'est pas forcément aller chercher des gens qui viennent de l'étranger, même si dans certains cas, si le business est un business international, ça va être intéressant d'avoir un point de vue anglo-saxon, un point de vue un peu plus latin. Et si on est sur l'Asie, il faudra un point de vue chinois. Mais la diversité, ça va être aussi la partie homme-femme, des gens qui viennent de différents milieux et des gens qui viennent aussi de différentes professions. Si on met dans un comité de direction que des financiers, ça va certainement moins bien marcher que si on mélange des financiers avec des techniciens, avec des commerciaux. Ouais. Ok. Bon, par rapport à cette partie-là, un petit peu management interculturel, c'était toutes les questions que j'avais. Maintenant, la prochaine question, c'est que par rapport aujourd'hui au fait que beaucoup de jeunes veulent partir travailler à l'étranger. Tu as dit avant que tu avais des enfants. Qu'est-ce que, en tant que parent, quel conseil tu donnerais à d'autres parents si demain ta fille te disait, ah, je veux partir à l'étranger pour travailler comme toi t'as fait. Quel cons- Comment tu l'accompagnerais? Comment tu la guiderais pour préparer au mieux ces voyages-là et ces expériences? Alors, si ma fille me disait je veux partir à l'étranger, intérieurement, j'aurais mal au cœur de la voir partir. Ça, c'est le réflexe du papa, mais c'est pas ce que je lui dirais. Je lui dirais vas-y, c'est un bon choix parce que c'est le choix de sortir de sa zone de confort. Prendre un poste à l'étranger, c'est plus que prendre un poste, c'est apprendre une culture, changer d'amis, changer de vie. Et ça, c'est un sacré coup de pied aux fesses. C'est important de se le donner. Parce que, en règle générale, dans la vie d'un manager, on doit toujours chercher le confort dans l'inconfort. Le soir, quand on quitte le bureau, on peut se poser une question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment bien travaillé pour l'entreprise? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? On doit toujours se poser des questions, mais pourquoi on fait comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Il y a des réponses qui sont très dangereuses dans une entreprise, c'est quand on pose une question et que la personne et qu'on dit: «Mais pourquoi on fait comme ça?» Et quand la personne répond: «On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça depuis 20 ans», là, c'est peut-être là où il faut réfléchir et se remettre en question. Donc réponse: «Oui», je serais, plutôt, dans les encouragements, pour quelqu'un qui veut prendre un tel challenge. Ok. Et par rapport en fait à la Suisse, j'ai entendu dire qu'en fait en Suisse, le taux de environ 40% des jeunes, ils ont le bac. La plupart, en fait, ils s'orientent vers des voies professionnelles. Et je voulais savoir si toi, par rapport à tes enfants, tu m'as dit que ta fille passe le bac, mais est-ce que elle va plutôt s'orienter dans l'académique ou le professionnel? Oui, alors le système, éducatif en Suisse est très différent du système français, hein. En France, énormément, personnes, ont le bac, alors qu'en Suisse, c'est une minorité. En Suisse, il existe ce qu'on appelle, formation duale. Gagnant pour, l'étudiant va, directement, mettre un pied dans l'entreprise, donc très rapidement apprendre le monde professionnel tout en restant, dans l'académique. Et puis, aussi pour l'entreprise, puisque là, c'est la possibilité, d'avoir, des apprentis sur une durée de 3 ou 4 ans, qui vont, être extrêmement bien formés et prêts à prendre un travail. Et je dois dire aussi que ce que j'apprécie en Suisse, si tu permets juste une petite, aparté, c'est, cette fierté, qu'ont les gens à avoir un travail, que l'on soit, électricien, artisan boulanger, menuisier, on en est fier. On est respecté, pour ce travail et on est valorisé, pour ce travail. Baccalauréat en Suisse est plutôt choisi pour des étudiants qui vont s'orienter vers une carrière académique. D'accord, parce qu'en fait, j'allais justement te poser la question, toi qui as suivi un parcours un petit peu plus académique,
comment tu voyais le parcours professionnel et tu y as répondu. Ça permet en fait, en Suisse, il y a vraiment un savoir-faire. Qui est transmis grâce à ce système dual qui, à mon avis, est quelque chose d'excellent. C'est une des best practices en Suisse et qui permet aussi de, comme tu le dis avec raison, transmettre le savoir-faire. J'aime beaucoup ce mot. C'est bon. Aujourd'hui, tu es le dirigeant de Felco. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Felco, c'est la référence mondiale en termes de sécateurs. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment tu as réussi à monter jusqu'à la tête de cette entreprise? Si tu veux, c'est plutôt un choix de vie. À mes 50 ans, en tant qu'expatrié, on s'est posé la question avec mon épouse en se disant, voilà, est-ce qu'on continue cette vie d'expatrié? Et là, le risque, c'est de ne plus rentrer, puisque finalement, on n'a plus de point de repère. Ou est-ce on bifurque et on change de direction? Et donc, nous avons eu l'occasion d'investir dans l'entreprise Felco afin de pouvoir reprendre cette société et la contrôler. Et je crois que ça, c'était quelque chose qui m'attirait, puisque jusqu'à ce point-là, j'avais toujours travaillé pour des actionnaires en tant que dirigeant professionnel. Et là, c'était la possibilité d'avoir une expérience en tant qu'actionnaire soi-même et diriger son entreprise et celle de mon épouse, qui travaille d'ailleurs avec moi. Donc, c'était aussi l'occasion de travailler en famille. J'ai été attiré par ce challenge et puis maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que nous sommes rentrés. Super, bah c'est une très belle histoire ça. J'ai vu aussi dans d'autres interviews que tu parles souvent d'innovation chez Felco. Comment dans l'entreprise, vous encouragez justement à l'innovation dans le secteur en plus des sécateurs, qui est vraiment très particulier? Déjà, une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui est rarement prospère. Ouais. C'est nécessaire d'innover. On parlait de changement tout à l'heure, ça fait partie de tout ça. Après, c'est important de donner une bonne définition de l'innovation, parce que souvent les gens se perdent dans l'innovation. On met l'innovation à toutes les sauces, mais c'est quoi ce qu'on appelle l'innovation? Donc, pour moi, j'en ai une qui est très claire. L'innovation, c'est transformer du savoir, transformer des idées en valeur ajoutée. D'ailleurs, c'était un des profs, un de mes professeurs de l'ESSEC qui disait ça. Moi, j'ai mis valeur ajoutée. Lui, il était un peu plus cru. Il avait dit transformer ça en argent. Mais je préfère quand même valeur ajoutée. Et je crois que c'est important de garder cette définition parce que sinon, on peut s'égarer dans l'innovation. Donc, pour nous, c'est l'entreprise Felco, c'est essentiel d'innover. Et Dieu sait s'il y a des possibilités d'innovation dans le monde du sécateur, que ça soit dans les revêtements de lame, que ça soit dans la technologie. Je dirais, on est, et surtout maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est en plein dans le sujet. Très bien. Et je t'ai posé toutes les questions que moi j'avais un petit peu préparées. Je finis souvent mes interviews en demandant à mes invités un conseil qu'ils ont pour les jeunes générations. Si toi aujourd'hui, tu avais un conseil à donner à un jeune de 18 ans qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, qui est un petit peu perdu, quel conseil intemporel toi tu lui donnerais, ou même mieux encore, quel conseil t'aurais donné à toi-même qui avait 18 ans? Alors là, le conseil que je me serais donné à 18 ans, je pense que aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 18 ans maintenant que quand moi j'avais 18 ans. Peut-être 2 choses. La première, c'est d'avoir un certain niveau d'ambition, dans le bon sens du terme, hein, l'ambition positive. Le deuxième point, c'est d'être curieux. Quand je recrute quelqu'un, surtout des jeunes, c'est important s'ils sont curieux. Parce que si tu réfléchis, la curiosité, c'est un synonyme pour moi de potentiel. Quelqu'un qui est curieux, ça veut dire qu'il a du potentiel à évoluer et à apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est peut-être les 2 conseils que je donnerais.
Super, bah écoute Nabil, je te remercie. Moi, j'ai terminé toutes les questions que j'avais préparées. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter ou une question que tu aurais voulu que je te pose, que j'ai pas posée? Non, écoute, c'est moi qui te remercie et puis j'en profite pour te souhaiter beaucoup de succès dans ton entreprise et avec tes podcasts. Merci beaucoup Nabil, à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Les amis, le prochain épisode sera disponible samedi prochain à la même heure. Et si vous êtes parents et que vous voulez aiguiser la curiosité Dont Nabil parlait. de vos enfants, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi pour que je vous présente les initiatives que je mets en place pour les jeunes. Je partage les mêmes méthodes qui m'ont permis de passer de 12 à 16 de moyenne en travaillant avec l'IA. Sur ce, à la semaine prochaine.